Formé aux quatre coins du monde, mais profondément attaché à son terroir, il incarne une génération de chefs qui font rayonner la Réunion dans l'assiette. Sa cuisine, inspirée et intuitive, est comme un hommage vibrant au vivant et à l'invisible qui nous relie. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Rivière sur Gaillard Média. Bonjour Nicolas Rivière. Bonjour Émilie. Attends, je devrais plutôt peut-être dire chef. Non, au contraire, non, il faut faire le truc décontracté. Alors, raconte-nous un petit peu pour celles et ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui tu es et d'où tu viens. Où est-ce que tu as grandi ? Alors, j'ai grandi entre la Réunion et l'Alsace où je suis né. J'ai toute ma famille paternelle qui était de la Réunion, mais mon grand-père paternel était de l'Étang-Salé-Léo, une famille d'agriculteurs. Et mes grands-parents avaient une pension de famille au Tampon. D'accord. Et moi, mon papa était dans l'armée de l'air, donc je suis né en Alsace, j'ai grandi en Normandie, on est revenu à La Réunion. Et j'ai habité à La Réunion, j'habitais à Saint-Denis, gamin. Et puis mes parents divorcés, je suis retourné en Alsace, où j'ai fait tout mon cursus à travers un apprentissage au départ, dans la cuisine. D'accord. Et j'ai eu la chance de tomber sur des personnes fabuleuses qui m'ont pris en main à l'ancienne, comme j'aime le dire, c'est-à-dire des gens qui t'accompagnent réellement, qui te partagent leur passion, qui te partagent vraiment l'essence du métier. Et l'hôtel du Parc à Aubernais où j'ai fait ça, ça fait partie de ces maisons vraiment ancrées que la grand-mère a construit, qui était une petite pension de famille, où il se passe déjà quelque chose dans les murs de cette maison. Quoi. Et voilà, et je suis tombé love de ce métier, qui pourtant est dur. Et ce que j'ai apprécié, c'est que le propriétaire, mon maître d'apprentissage, ne m'a pas menti. C'est-à-dire qu'il a été clair sur... C'est un métier difficile. Ouais. Quand les gens vont s'amuser, tu bosseras. Le week-end, quand les gens se reposent, tu bosseras. Mais par contre, il y a d'autres gratifications. C'est des rythmes différents. Ça te plaît ou ça te plaît pas. C'est une passion qui t'amène et qui peut te faire évoluer socialement ou pas. Et puis, je suis rentré dedans et j'en suis jamais sorti. Comme tu viens de le dire, de toute façon, ça fait partie des métiers passion. Ouais, soit t'es tellement accro que quoi qu'il arrive, de toute façon, tu lâcheras jamais, quoi. Exactement. C'est ça ? Mais comme tu le dis, tous ces métiers de passion, c'est-à-dire, souvent on parle comme ça de, oui, c'est un métier de passion. En fait, la passion, c'est quoi ? C'est d'accepter certaines contraintes et finalement de ne pas prendre ça comme des contraintes et de ne pas avoir l'impression de travailler. Ouais. Parce que ce qu'on fait, ça nous anime, parce que ça nous plaît, parce qu'on sent qu'on grandit, parce qu'on sent que ça nous nourrit, qu'il y a du sens. Et tout ça, assez jeune, je l'ai compris. Et vu le divorce des parents et d'une situation qui n'était pas forcément gaie au quotidien, je pense que ça m'a vraiment extrait d'une réalité. Et ça m'a mis dans un univers où j'étais dans ma bulle et puis j'étais très bien. Les codes et les us et coutumes me convenaient parfaitement. Et puis surtout, on avait un patron, une ambiance aussi dans ces cuisines où on te faisait comprendre qu'il y avait un avenir. C'est-à-dire que les cartes, elles étaient dans tes mains. Si tu y vas et que tu fais un tantinet confiance et que tu te remets en question et que tu écoutes les conseils qu'on te donne, tu peux évoluer, tu peux grandir. Et c'était vraiment... Moi, j'ai des images de gamins qui m'ont marqué. C'est que tous les anciens qui revenaient à l'hôtel, saluaient. Il y avait vraiment une espèce d'étape déterminante de carrière où tu voyais dans le regard des anciens apprentis qui avaient voyagé. Enfin, moi, cet apprentissage, il était bercé de visites de personnes qui travaillaient à Hong Kong, à Shanghai, à New York. Je regardais comme ça et que le patron me présentait, on disait tiens, lui il était à l'école là où t'étais, et puis la boulangerie, c'est le fils du boulanger Monsieur Lang. Et je dis non, c'est pas possible. Et donc il te fait prendre conscience que c'est aussi pour toi. Et c'est quelque chose de fabuleux. Et je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui se perd un peu. Ouais. Que j'essaie moi à mon petit niveau, je fais mon colibri, de piquer, de rappeler, de ramener à ce côté passion et dire voilà. Pour les jeunes qui en ont envie, il y a un avenir, il y a des choses. Par contre, on va pas faire le boulot pour toi. Donc, on peut te créer un climat, on peut te faciliter certaines choses, pas trop. Mais par contre, si tu en as envie, tu peux. Par contre, il faut bosser. Et à la genèse, est-ce que chez toi, on cuisinait, tes parents cuisinaient tu vois, c'est né d'où cette petite étincelle qui te dit, au premier jour où tu prends ton couteau, tu te dis... Ah, j'ai l'impression que ça va être l'outil de ma vie. Quoi, quand je l'ai dit à ma mère, ça l'a surprise. Parce qu'en fait, à l'époque, quand tu étais au collège, il y avait journée découverte en entreprise. Ouais. Et donc, je suis à Aubernais, en Alsace, à cette époque-là. Et puis, je veux faire cette visite, justement, à l'hôtel du Parc. Donc, j'ai 12 ans. J'ai 12 ans, je rentre dans cet hôtel à 5 étoiles.
Nous, les conditions étaient pas... C'était un autre monde. Ouais. Je découvrais un autre monde. Ouais. Et que de prime abord, tu dis, bon, c'est pas forcément pour moi. Mais lors de cette visite en entreprise, le propriétaire, il avait organisé des tables rondes. Donc, on était au moins une vingtaine d'élèves, ce qui n'était pas, c'est pas courant qu'une entreprise reçoive autant d'élèves. Et il y avait 2 tables au petit déjeuner où le patron s'est assis avec nous et il a commencé par nous faire prendre un petit déjeuner. Et ça m'a... Au début, j'étais un peu mal à l'aise, je comprenais pas trop. Et en fait, là, il nous explique le métier. Donc, dès le départ, ce que je disais tout à l'heure, où c'est un métier qui est compliqué, etc. Mais en même temps, il te dit ça dans un cadre où toi, tu te dis, putain, je suis plutôt pas mal là. C'est il y a ça. une espèce de contradiction. Et donc, tu es très à l'écoute, tous tes sens sont en éveil. Tu te dis, c'est bizarre, ce cadre, j'adore. Je vois les gens, les clients, on était à côté des clients, je vois les clients qui prenaient du plaisir à passer au petit-déj. T'es gamin, t'as 12 ans, moi j'en profitais, donc je suis un gourmand, je profitais du petit-déj. Et là, il nous explique le métier, on voit ce cadre, à travers un petit déjeuner, qu'est-ce que c'est que cette vie de l'hôtellerie-restauration. Et donc, je sors de là et je dis à ma mère, moi, je veux faire un apprentissage à l'hôtel du Parc. Elle me dit, non, c'est pas pour nous, c'est pas pour toi. Je dis, de toute façon, j'ai déjà pris le rendez-vous avec le propriétaire. En fait, j'étais allé voir le propriétaire et j'avais pris un rendez-vous et je dis, je vais revenir avec ma mère. Ma mère, elle n'y croit pas. Elle me dit, non, c'est pas pour nous, blablabla. Et avant ça, j'avais fait une immersion d'une semaine, justement, dans un restaurant. Mais personne chez moi comprenait. Moi, l'école, c'était pas fait pour moi. J'étais un cancre, c'était vraiment... Ça m'emmerdait, et puis j'étais pas du tout concentré. Et, voilà. Je suis vraiment du style, quand ça ne m'intéresse pas, je suis... Faut vraiment qu'il y ait un intérêt, que je comprenne, qu'il y ait une mécanique qui me fasse comprendre quel est l'intérêt de ce truc, sinon... Et donc, j'étais rentré dans cette cuisine-là au Chambellan quelques jours, et puis je fais cette visite en entreprise. Et donc, quelques jours après, on rencontre le maître d'apprentissage. Et il a eu des mots hyper puissants, parce que dès le départ, il dit à ma mère, si, madame, on va le prendre en apprentissage. Si, c'est ce genre de gamin, il est animé, on va faire quelque chose de votre fils. Si, laissez-le. Faites-nous confiance, laissez-le. Et mon père, à l'époque, qui lui était encore à La Réunion, avait appelé parce que lui voulait que je fasse de la mécanique. Et donc, il y a une espèce de vraie protection de ce maître d'apprentissage dès le départ, où il a rassuré ma mère, où il a eu des discussions avec mon père au téléphone que j'ai su des années après. Il avait dit à mon père, si, mais votre fils, c'est ce qu'il a envie de faire, ça se voit, et il est à l'aise, donc laissez-nous, enfin voilà, c'est mon métier, ça fait plusieurs générations qu'on fait ça, je sais reconnaître quand il y a un jeune qui est fait pour ça, et donc laissez-nous faire. Et j'ai fait mon CAP de cuisine, j'ai eu mon CAP de cuisine, tout de suite derrière, il m'a dit, ok, maintenant tu fais ton CAP de pâtisserie. Donc chez lui, boum, ok, tu fais ton CAP de pâtisserie, ça te servira. J'ai fait mon CAP de pâtisserie que j'ai eu. À l'époque, il y avait encore le service militaire obligatoire. Donc, je finis mon CAP de pâtisserie. Tout de suite, il vient me voir, OK, tu vas partir en Allemagne, à Baden-Baden, chez le général. Tu fais ton service militaire là-bas. Et après, je te place. Et en fait, tout mon début de carrière, il m'a accompagné. Donc, c'est pas une figure de style. Il m'a réellement mis le pied à l'étrier, aiguillé. C'est lui qui m'a envoyé chez Ducasse, tout de suite derrière. D'accord. Et c'est une chance quand même. Alors, comme il le dit souvent, parce que moi je dis, j'ai eu de la chance, il dit, la chance, on la provoque, et après on honore le chemin et ce qu'il y a à faire derrière. Mais effectivement, il y a eu un pied à l'étrier. De toute façon, je pense que ça fonctionne souvent comme ça. Moi, je pars du principe qu'on ne crée rien, on n'invente rien. C'est beaucoup d'inspiration, on va remasteriser les choses avec les époques. Mais je ne prétends pas la légitimité de réflexion ou même de recettes ou autre dans mon métier. C'est tellement vaste, il y a tellement de choses qui se font, il y a tellement de gens talentueux qui font des choses que l'inspiration, c'est d'aller prendre aussi à droite à gauche des discussions comme ça, des échanges qui font que tiens, ça ouvre une lucarne et puis et on part sur quelque chose. Et c'est en ça, moi, que j'adore ce métier. Ce fait parce que moi, je dois me nourrir l'esprit et ma base de données, mon palais, pour pouvoir nourrir les gens. Mais quand je nourris les gens, au-delà de les alimenter, il faut que je nourrisse aussi leur esprit. Il faut qu'il y ait du sens dans d'où vient le produit, pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi je l'ai cuit comme ça, etc. Faire les choses avec sens. Alors, du coup, je vais rebondir parce que, justement, tu ne cuisines pas que pour nourrir les gens. Tu viens de dire que tu nourrissais un peu leur esprit. Tu nourris autre chose, du coup. Il y a un aspect spirituel dans la cuisine ? Ouais, après, mais comme dans tout ce qu'on fait, je pense. Il y a... Moi, je viens de fêter mes 47 ans, donc il y a aussi l'âge, l'expérience et les expériences de vie, les montagnes russes qu'on peut traverser toutes et tous.
qui nous ramènent des fois à l'essentiel et à certains signes. Moi déjà, tout gamin, j'ai mes 2 petites sœurs qui me moucataient à chaque fois parce que je voyais des signes partout. Je vois des signes, je dis tiens, il n'y a pas de hasard, t'as vu ça? Ouais. Et elles me moucataient à l'époque. Aujourd'hui, et c'est peut-être les 2 premières qui peuvent témoigner que je suis vraiment dans cette philosophie où quand je vois quelque chose, je prends ça comme un signe et j'y vais. Et il y a pas de hasard. Les choses sont construites, les choses sont écrites. Il faut savoir reconnaître quand on nous appelle, quand il y a des signes des collaborations, des personnes, que ce soit en amour, dans la vie, dans l'amitié. Des fois, on a des signes, ça ne va pas se faire avec cette personne, mais on force. Ouais. Certainement pour des mauvaises raisons. Et puis, il y a un deuxième rappel, et en général, le troisième, il est beaucoup plus puissant, et on se dit, merde, j'aurais dû écouter les premiers signes. Ouais. Et donc, je suis très comme ça à observer, à regarder autour de moi, je suis de plus en plus très présent. Mais pour répondre à ta question, oui, la cuisine, après, moi, ça représente tellement de choses pour moi, de m'être extrait de ma situation avec le divorce des parents, d'avoir pu subvenir à mes besoins. C'est-à-dire que moi, à 14 ans, j'ai quitté la maison. 14 ans, je suis parti, je suis rentré dans cet apprentissage. Donc, il y avait aussi ce côté où, c'était jeune. En fait, j'ai compris que c'était jeune le jour où ma fille a eu 14 ans. J'ai dit, ouais. Ça, quand même, c'était jeune. Je pouvais comprendre. Et donc, j'étais assez mûr, assez vite. Et j'ai tout de suite fait mes expériences. Bonnes ou mauvaises, mais au moins, je suis partisan de, on fait. Au pire, ça marche. Et sinon, j'apprendrai. Et ça a toujours été mon leitmotiv. Mais justement, d'être parti très jeune à la maison, grâce à ce métier, d'avoir appris les us et coutumes avec des personnes extraordinaires, des techniciens, des gens passionnés, animés, ça m'a tellement nourri à tous les niveaux que oui, c'est plus que faire à manger, forcément. Il y a tellement de symboles. C'est-à-dire que je peux parler avec des jeunes aujourd'hui et leur expliquer que ça peut être une ascension sociale, financière, et que ça peut leur apprendre. Moi, j'ai appris ma géographie en voyageant à travers mon métier. Les premières fois, quand Ducasse me proposait la Marrakech ou autre, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a à côté, quoi, comment, c'était vraiment... J'étais tellement pas avec ça à l'école que vraiment, moi, l'histoire, la géo et tout ça, les cultures, je les ai apprises à travers mes voyages. Et justement, et je le vois encore avec ma fille aujourd'hui, qui, par moments, les gamins qui se remettent un peu en question et qui sont dans une positive attitude de qu'est-ce que je fais, je vais où. Là, elle part en Australie, là, au mois d'octobre. Et donc, elle me dit, papa, je doute. Moi, je dis, moi, j'ai toujours douté. Je me suis toujours posé des questions, mais au moins, tu y vas, tu testes. Et si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, dis-toi qu'au moins, ce que toi, tu as appris à travers tes yeux, tes expériences, tes filtres, c'est toujours ça de gagner et ça t'appartient à toi. Et donc, ton expérience n'est pas celle des autres. Et la jauge de l'intelligence ou de la connaissance, elle est très, très large. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris. Mais donc, voilà, cet apprentissage de la vie, cette culture, le sens de nourrir. Et puis, en plus, quand je dis qu'il n'y a pas de hasard, moi, j'étais quelqu'un de très dynamique. C'est-à-dire que moi, au bout d'un an et demi, il fallait que j'aille voir ailleurs pour voyager. J'avais une espèce de programme que je n'avais pas forcément écrit à l'époque. C'est ma femme qui m'a fait prendre conscience de ça, d'ailleurs. Que j'ai une vision très de hauteur. Je dis souvent, je prends ma vue d'hélicoptère pour voir un petit peu la situation, m'observer un peu comme une scène et dire, OK, maintenant, ça, tu le maîtrises, il faut que tu ailles apprendre ça, Et très jeune, j'ai fait ça. Donc, je faisais un an et demi à Cannes sur la Croisette. Donc, il fallait que je passe dans telle maison avec tel chef, que je passe sous-chef, que je passe associé. Donc, je m'étais fait un vrai programme pour dire, comme mon chef de cuisine d'apprentissage m'avait toujours dit, lui, il a fait de la boucherie, il a fait de la pâtisserie, il a fait de la poissonnerie, pour pouvoir maîtriser tous ces domaines et qui m'expliquait que voilà, déjà, tu sais jamais tout, tu apprends toute ta vie, mais que le jour où tu prétends avoir un poste de chef de cuisine, tu dois maîtriser tout ce que tu vas demander à toutes tes équipes et donc maîtriser tous les postes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui grillent les étapes. Ils veulent tout de suite, sans maîtriser la base du métier, et que ce soit dans le côté saucier, que ce soit un poissonnier, un pâtissier. Et c'est vrai que j'ai eu plutôt des bases solides sur ça, et j'ai compris tout ça au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, dans ce parcours où je dis il n'y a pas de hasard, un beau jour, dans une des expériences, on me propose une place en Belgique, à Bruxelles, pour un restaurant qui s'appelle Rouge Tomate. Et donc je me déplace, j'étais au Maroc à l'époque, donc je viens en Belgique, je rencontre cette personne. Et le Belge dans toute sa splendeur. Et il n'y a absolument rien de péjoratif dans ce que je dis, parce que j'adore la Belgique, je suis resté 7 ans, et j'ai beaucoup appris.
Mais le belge dans toute sa splendeur, dans le sens où un homme d'affaires aguerri, un peu farfelu, un peu excentrique, et qui avait monté un projet d'allier la gastronomie et la diététique. Wow. Donc il avait missionné une diététicienne de renom belge qui m'accompagnait en cuisine avec une de ses élèves. Et pendant 3 ans, j'ai bossé avec 2 diététiciennes à plein temps avec moi en cuisine pour construire une charte nutritionnelle qui donnait des clés aux cuisiniers pour dire, OK, depuis le sourcing, la façon de cuisiner et l'équilibre dans l'assiette, avec des clés de moins de sel, moins de gras, moins de... Et ça a été passionnant, vraiment passionnant. Et on a ouvert à New York avec ce concept-là. On a chopé une étoile Michelin à New York avec ce concept-là. Et moi, ça a radicalement changé ma manière, mon approche d'aborder la cuisine, et mon style, mon style culinaire. Et donc, quelques années après, quand je reviens à La Réunion, il y a une espèce de concordance de situation où quand tu es plus jeune et puis tu traces, tu penses pas à certaines choses. Et puis, je reviens ici. Ma grand-mère, à l'époque, qui avait 96 ans, à l'époque, 97 ans, et avec qui j'allais beaucoup parler au Tampon, qui était ma première fan, qui me suivait quand je faisais une radio ou un article, qui est très, très ouverte d'esprit, impressionnante. Et qui me parlait de mon grand-père, qui était agriculteur à l'étang Salé-Léo. Et elle me parlait du Conflore, elle me parlait de... Et il y a eu des espèces de résonances hyper drôles. Il y a vraiment des moments quand je parlais avec elle, je lui disais, mais j'ai papy qui est là et qui me murmure comment on va travailler le Conflore, comment Et ça a été, je l'ai illustré à travers notamment la semaine créole à l'époque qu'on faisait avec M. McCarthy, où on faisait la promotion des produits longtemps. Et je me suis amusé à lancer des challenges justement de cuisiner le Conflore, etc. Où beaucoup de chefs locaux me disaient, mais non, ça c'est manger la misère, ça c'est manger le cochon, on mange pas ça. Et on en a démontré, on a créé des recettes avec des techniques de cuisson, avec plusieurs cuissons, etc. Et ma grand-mère me disait, mais tu vois, voilà, ça c'est ça, c'est cet hommage et ce lien que tu vas faire et que sans que je te l'explique, que tu as fait ces cuissons-là. L'exemple du Conflore, il est juste hallucinant. Moi, j'en avais pleuré avec ma grand-mère parce que je lui dis, tiens, j'ai pris le Conflore, je l'avais cuit comme ça une première fois, après je l'ai laissé reposer la nuit, j'ai retravaillé. Elle me dit, ton grand-père, quand il avait des anecdotes, quand on dit manger cochon, pourquoi ? Parce que c'est vraiment ce qu'on donnait à manger au cochon. Mais même pour le donner à manger au cochon, on faisait bouillir. Tellement la racine était dure. Et elle me dit, regarde, toi, t'as fait bouillir et après, t'as recuisiné. Et il y a des espèces de résonances très, très drôles et qui coïncidaient aussi avec ce que j'avais pu apprendre sur comment cuisiner bon, mais bien pour la santé. Et il y a eu une espèce de convergence, de croisée des chemins où j'ai dit, ce retour, il est salvateur parce que... je pense que ça y est, maintenant c'est à moi de raconter aussi mon histoire. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, je rebondis sur ce que tu viens de dire, où tu as utilisé en fait des ingrédients locaux qui n'avaient pas forcément pignon sur rue, comme je peux dire. C'est ta manière à toi de faire résonner la Réunion dans ta cuisine ? Alors j'avais déjà amorcé ça dans mon restaurant à Bruxelles. J'avais un restaurant avant de revenir, c'était l'atelier de Nicolas, qui était dans le quartier du Châtelain, et où je travaillais déjà, je faisais venir les épices, donc le curcuma, le massalé. Tout ça, je le travaillais déjà par petites touches dans ma carte. Et étant donné que je venais de finir, moi, le cursus santé, diététique, j'avais déjà une première ébauche de ce que je voulais faire en termes de cuisine. Mais effectivement, quand je suis revenu à La Réunion, il y a une espèce de logique et d'évidence sur, OK, mais ce que tu as appris techniquement, ce que tu as vu qui fonctionnait avec les légumes oubliés en métropole, le topinambour qu'on va reprendre, pourquoi on ne le ferait pas avec le Conflore ? Et donc, il y a une espèce d'effet de résonance. C'est pour ça que je dis qu'on n'invente jamais vraiment totalement, mais par contre, il faut se donner les moyens déjà d'être hypersensible. Moi, je suis un hypersensible réellement, et d'observer, et après de faire les ponts. Mais c'est... Des recettes que j'ai pu voir. Souvent, j'utilise un peu ces exemples quand je suis avec mes équipes. On va parler d'un rougail bringel ici, mais sur la Côte d'Azur, une petite tapenade ou un confit d'aubergine, ou quand on est au Maroc et qu'on va manger un zalouk,
c'est quasiment les mêmes bases et les mêmes codes, mais qu'on va appeler différemment, qui peuvent être dégustés différemment, mais finalement, ça donne des résonances. Ah et oui. tiens, au Maroc, ils vont le travailler dans des briouates en façon samoussa, pourquoi on le ferait pas à La Réunion avec un rougail bringel? Et donc, c'est toutes ces résonances qui font qu'à un moment donné, tu te dis, à l'impossible, nul n'est tenu. Bah oui. On teste, Bien sûr. et comme dans ma philosophie de vie de base, on teste. Les meilleures recettes, elles sont faites avec des tests ratés. Et donc, je suis tout le temps... Souvent, on me pose la question, mais pourquoi vous testez tout le temps, vous réinventez tout le temps, pourquoi vous ne testez pas? Je dis, non, mais moi, j'adore les recettes classiques. Et de me faire un dimanche, comme on faisait chez ma grand-mère, avec les plats traditionnels vraiment ancrés. J'adore ça, ce que j'appelle mes fondations. Bien sûr. Mais après, aujourd'hui, en tout cas, moi, le positionnement que j'ai choisi, c'est celui de celui qui fait, et qui fait avec son style, avec son expression, avec sa sensibilité. Si ça peut contribuer à faire évoluer les choses, ou en tout cas à ouvrir aussi les regards de quelques-uns ou quelques-unes, voilà, moi j'ai fait ma part. Bien sûr. Et l'essentiel, c'est que moi je m'éclate en faisant ça, et que je puisse avoir des personnes à qui ça plaît. À partir de là... Est-ce que tu as des petits rituels avant de te lancer dans la création d'un plat ou tout simplement de cuisiner? Est-ce que... Si j'avais ma femme et ma fille qui étaient là, elles te diraient tout de suite, il y a un regard. C'est-à-dire que je peux être au marché, je peux être invité chez des amis, je peux voir une émission. À un moment donné, je vais voir un truc et tout de suite, les deux, ça veut dire, ah ça y est, là, il est parti. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a un truc, je vais me dire, ah ouais. Donc tout, ça peut partir de... C'est pas des rituels, c'est que en fait, j'aime être très ancré dans l'actualité. Donc ça va être, voilà, quand je dis le marché, une émission autre, c'est quelque chose... Par contre, oui, j'ai un rituel, c'est que je me replonge souvent dans les bouquins. J'ai une bibliothèque énorme à la maison, d'Escoffier, de tous mes chefs, mes mentors, bien souvent des livres qui sont dédicacés, donc il y a une valeur sentimentale énorme. Et ça, c'est, voilà, quand je rentre chez moi, que je suis dans ma bulle, j'ai ma bibliothèque, j'ai toujours 5-6 livres d'ouverts sur ou la table du salon ou la salle à manger. Et voilà, et je vais voir une émission, je vais goûter quelque chose, mais quand je passe, tac, il y a une page que j'avais pas vue la veille, et j'adore ça. En fait, je crée le climat propice à ma créativité. Et je me laisse aller. Et je sais... Alors, si tu vois, finalement, quand tu me poses la question, je fais, en fait, si, c'est un rituel. Parce que d'avoir ces bouquins et de régulièrement passer, et je sais que je vais tourner, tac, ah bah tiens, ça, j'y pensais. J'ai des blocs-notes de partout, j'ai plusieurs carnets, je note tout le temps. Et donc, c'est vrai que c'est assez ritualisé. Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de sacré dans le geste culinaire? La base du cuisinier qui se respecte, c'est déjà de respecter le produit. Donc, il y a quelque chose de sacré en soi. Bien sûr. Et en plus, moi, petit-fils d'agriculteur, j'aime autant te dire que s'il y a bien une catégorie de personnes que je respecte par-dessus tout sur la Terre, ce sont les agriculteurs. Parce que je trouve ça magique. Moi, je suis un passeur. Dans mon métier, je suis un passeur. Et grâce à mon parcours et mon épanouissement d'aujourd'hui, je peux vivre ce rôle de passeur pleinement. Donc, je vais aller voir le paysan, l'agriculteur, le voir casser son dos, sortir un curcuma amer, sortir cueillir du géranium avec Anne-Gaëlle, d'être au plus proche de eux, de constater la dureté que c'est, l'abnégation dont je dois faire preuve pour aller faire pousser quelque chose. Et donc, la moindre des choses, c'est que je respecte déjà ça. Bien sûr. Donc, en ça, déjà, c'est sacré. Après, pour moi, sublimer et créer de grands plats, ou en tout cas de bons plats, c'est respecter le produit, lui laisser son rôle, son premier rôle dans l'assiette, mais de l'apprêter. Avec une épice, avec une herbe, mais qui ne doit pas la cacher. Ouais, j'entends. C'est comme une femme qui s'apprête, c'est comme un homme. Voilà, il y a l'âme. Moi, je parle toujours de supplément d'âme dans la cuisine. C'est que le supplément d'âme, là, tu vois, je parle de Anne-Gaëlle, le géranium, elle fait pousser des fraises. Ces fraises, elle les fait pousser, elle fait de l'huile de géranium, et donc elle a l'hydrolat et tous les déchets du géranium. Elle utilise ça comme engrais pour faire pousser ses fraises. C'est génial. Donc déjà, rien que ça, tu sais que ces fraises, je dis ça, j'ai déjà l'eau à la bouche. Ces fraises, déjà, elles sont bonnes. Mais
certainement qu'une des meilleures fraises, un des meilleurs desserts de fraises que j'ai mangé ces dernières années, c'était chez elle. Quand on monte avec une de mes équipes, on monte chez eux justement pour voir un petit peu le terrain. Et sa maman, elle nous fait évidemment le repas à midi. Et le dessert, c'est ces fraises coupées, un peu d'huile de géranium, un tout petit peu de sucre. Elle fait des petites crêpes à côté. Et basta. Ah ouais. Et en fait, la fraise, elle est exceptionnelle. Ouais. Ce géranium, il vient juste l'enrober, mais il vient pas cacher. Ouais. Je dis souvent, c'est la quantité qui fait le poison. Souvent, les gens, ils te disent dans les recettes, c'est déséquilibré, c'est trop ci, c'est trop ça. Effectivement, c'est la quantité qui fait le poison, c'est l'équilibre. Une bonne recette, c'est quelque chose de bien équilibré, où tu as le premier rôle de la protéine ou du fruit ou du légume, qui est apprêté, qui est vraiment... C'est venu là pour le surélever, le mettre en avant. Et voilà. Ouais. Après, tu joues sur des textures, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, si on part sur le côté gastronomique, on va avoir des textures. Mais bien souvent, ce sont les plats qui te donnent le plus d'émotion. Alors, tu parlais d'âme tout à l'heure. Est-ce que tu te souviens du premier plat qui t'a touché l'âme, mais au plus profond de ton être? Sincèrement, je pense que tous les plats que j'ai pu faire au début de ma carrière, j'en garde des traces. Je peux citer le filet de bœuf Wellington qu'on faisait à l'hôtel du Parc, les rognons au madère, le saumon en croûte avec les 3 farces fines de couleurs différentes. En fait, c'était tellement nouveau, puisque c'était l'apprentissage. Ouais. C'était tellement beau, c'était tellement bon, c'était tellement fait avec respect, etc. que c'est ça un peu l'estampille du départ et de ce qui m'a marqué, c'était ça. C'est que justement, c'était pas un plat. C'est une philosophie. Oui. Ouais. C'est une philosophie qui m'a amené dans un univers où j'ai dit, mais en fait, Et si je dois mettre un peu en exergue par rapport à aujourd'hui, justement, c'est ça. C'est que de faire un plat une fois, c'est facile. Tout le monde peut faire un plat une fois, le mettre sur les réseaux ou le faire déguster, ça c'est... Mais de rentrer dans une mécanique de restauration où tous les jours, tu as 100, 150 personnes à nourrir sur 2 heures de temps, avec une carte où tu as une dizaine de plats, etc., il y a un vrai savoir-faire. Il y a une vraie connaissance à avoir pour maîtriser les températures, les cuissons, les assaisonnements, le juste équilibre, justement. Et que le client il puisse quand même sentir ce supplément d'âme. J'ai autant de dire que tu n'apprends pas ça du jour au lendemain. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que ça reste aussi un milieu très... on est entre confrères, où on a fait nos armes ensemble. C'est comme des confréries. C'est-à-dire qu'on se rejoint. Dès qu'on peut se réunir ensemble, on se réunit. Parce que c'est comme l'armée à l'époque. C'est que tu as passé des moments, des services ensemble, des coups de feu, où tu as appris, c'est dans des moments difficiles que tu vois qui est avec toi, et quand tu avances, que ça te laisse des souvenirs de dingue. Et donc voilà, ça aussi, ça contribue à faire que ce métier a une place hyper importante. Tu t'es des amis, des confrères, tu as réussi à accomplir des choses. Quand tu es à l'époque, quand j'avais quitté le groupe Ducasse de Monaco, j'étais parti en Suisse. On avait été placé par Ducasse avec le chef pour ouvrir un restaurant. À l'époque, c'était avec un groupe de Singapour qui avait créé un concept de restaurant. Et notre mission, c'était de choper une étoile. Et on a chopé une étoile. Mais tu sais, cette sensation, quand tu as le directeur de l'hôtel qui te convoque avec les vins et chaudis de l'hôtel et qui prend le journal et il le balance sur la table en disant le Montreux Palace. En plus, au Montreux Palace, c'est une institution du bord du lac Léman, le festival du jazz, etc. Exactement. Et que tu as le directeur qui balance ça devant tous les chaudis en disant pour la première fois du Montreux Palace, on a chopé une étoile au Jeanne. Bravo, Jeanne. Et là, c'est indescriptible. C'est-à-dire que ce qui est bien dans ce métier, je trouve, c'est que tu as tout de suite le rapport et le retour de ton client. C'est-à-dire que tu as fait ton travail, tu vois tout de suite le retour de ton travail. Il y a des métiers où toi, tu vas faire des mois. Tu des fois attendre des mois, il y a des fois des montages, des trucs. Là, tu as la réaction immédiate. Donc déjà, ça, c'est une satisfaction, c'est quelque chose que j'adore. Tu fais quelque chose, tu t'es concentré, tu as mis vraiment beaucoup d'énergie et d'intention dans ce que tu fais et tu vois. Donc déjà, ça, moi, c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment un moyen d'expression. Mais quand tu as ce genre de retombées pour récompenser ton travail continu, il y a une saveur. Et puis bon, le Michelin, c'est fabuleux. Et donc oui, voilà, toi, tout ce que je te dis là depuis tout à l'heure, c'est ça qui fait que oui, je ne fais pas que nourrir. J'ai
j'ai une responsabilité sur la qualité de ce que je vais servir aux clients aussi. Bien sûr. Parce que justement, en nourrissant de façon très basique, à nourrir, alimenter, j'ai la responsabilité de la qualité de ce que je vais donner au client dans son alimentation. La provenance des produits, etc. Après, j'ai ce supplément d'âme de justement pouvoir lui vendre un peu de rêve en disant, voilà, la cuisson, l'assaisonnement fait que voilà, ça va transcender le produit. Et là, je vous propose une expérience. Là, c'est encore autre chose. Mais après, au-delà de ça, effectivement, pour en revenir aux agriculteurs, il y a cet agriculteur où tu vas aller chercher le produit dans la terre. Et ici, on est quand même servi en termes de produits. Tu prends ce produit, tu le respectes. Donc, tu le respectes dans la façon dont tu vas le cuisiner. Ouais. Tu vas le préparer. Tu vas essayer justement d'avoir un minimum de déchets. Si tu as des déchets, tu réfléchis comment tu peux le réutiliser en faisant des bouillons, en faisant qu'importe, des cuissons. Et tu réalises un plat pour pouvoir l'amener. Mais quand tu l'amènes à ton client à ce moment-là, tu lui racontes une histoire. Et aujourd'hui, moi, je suis dans cette phase où vraiment, j'aime... Alors, pour ceux qui sont dans ce délire, après... Je suis pas trop à passer en salle, à aller voir les clients parce que je pars du principe où des fois le client il a juste envie de venir manger. Ouais, c'est clair. Et voilà, je ne vais pas m'imposer à lui. Par contre, quelqu'un qui est curieux, qui est dans ce délire, quelqu'un qui m'appelle, bon, ça c'est risque et péril parce que je peux rester 2 heures à table à parler avec lui après. Mais j'adore parce que je vais parler. Je te raconte une anecdote. J'ai créé la table de Bourbon. Ouais. La table de Bourbon, c'est une table que j'avais en tête depuis la métropole. Je voulais faire ce délire, c'était de prendre un produit local et de le mettre à l'honneur dans un menu. Et donc, à l'époque, quand j'avais dans mes clients le Radisson, j'avais fait ça au Célimène. C'était un peu j'avais commencé à le faire à l'époque en métropole, mais c'est les premières fois où vraiment je l'ai conceptualisé. Et aujourd'hui, je te raconterai, je suis en train d'aller encore dans une étape un peu plus loin. Mais à l'époque, j'appelle Jessie Rivière de la Maison du Curcuma à la Plaine des Grecs, qui est la fille de Mémé Rivière, que je connaissais, qui était un ami. Paix à son âme, il nous a quittés... Et c'est Jessie aujourd'hui qui reprend l'affaire familiale avec son frère. Et je dis à Jessie, je la contacte sur les réseaux, je lui dis, voilà, j'étais un ami de ton papa, on avait commencé à faire des choses ensemble, et puis j'aimerais faire un menu autour du curcuma au Célimène. Tout de suite, elle me répond, mais oui, mais je me souviens quand tu venais voir papa, machin, évidemment, de faire le lien. Donc tu vois déjà là, émotion, il y a du sens, il y a une continuité. Moi, j'ai besoin de ça, vraiment. Si j'ai ça, je sais que je peux faire des merveilles. Vraiment, en toute humilité. Pas parce que moi, parce que les équipes, parce que tout est réuni, parce que les vibrations, parce que les ondes, parce que ça a du sens, parce que je suis certain que lui, de là-haut, il met son petit grain de sel. C'est ça. Ou de curcuma. Et donc, elle me répond positivement. Et donc, bref, on arrive au fameux jour où on le fait. Ça se concrétise. Elle m'amène du curcuma, on le réalise. Et elle vient... et ce que je faisais, c'est que quand on faisait ce menu, je faisais venir forcément le producteur avec sa femme, son époux. Et je les invite à venir vraiment au restaurant et à partager l'expérience. Et ce que j'aime après, c'est qu'ils puissent aller aux tables et aller discuter. Créer une rencontre, créer une expérience. Et donc, je fais ça avec Jessie. Elle vient avec son mari. Donc, je les invite en cuisine. Ils prennent l'amuse-bouche en cuisine. Même les cuisiniers ils sont comme des dingues. La maison du curcuma. Parce qu'ils n'ont pas forcément cette démarche ou cette habitude d'aller rencontrer la personne qui le fait. C'est un peu nos stars à nous. Tu vois, à ce niveau de cuisine et d'implication culinaire, tu as des cuisiniers. Et ici à La Réunion, il y en a beaucoup. Et moi, je pense à Charles, qui était avec moi, un de mes chefs de partie, qui est passé second. Un jeune Réunionnais, tu vois qu'il est animé. Et quand Jessie, elle vient en cuisine avec son mari, il est fier. Il est fier. Et moi, à ce moment-là, je suis spectateur. C'est ça, moi, que je prends et qui me nourrit. Et donc, j'observe. Et Jessie qui vient, ils prennent l'amuse-bouche. Ils sont transcendés, ils ont le sourire jusque-là. Les cuisiniers sont contents, ils sont contents. Et puis, je les invite à passer à table et on leur fait le menu. On leur déroule le menu, on s'éclate. T'as des super beaux produits. On fait des Saint-Jacques à ce moment-là parce que le mari de Jessie me donne un petit conseil parce qu'au départ, je voulais cuire les Saint-Jacques dans une cocotte sur un lit de, justement, des copeaux de curcuma. En fait, quand on a épluché et qu'on a gratté, on a gardé les peaux, je te parlais de zéro gaspille. Et en fait, j'avais fait un lit de copeaux et on cuisait les Saint-Jacques dessus. En fait, dans la cocotte, par évaporation, et donc il y avait une vapeur de curcuma, mais c'est pas de la vapeur, c'est une cuisson un peu braisée, très spécifique.
Et Fred, le mari de Jessie, quand il voit ça pendant qu'il mange l'amuse-bouche, il dit mais moi une fois j'avais testé vraiment à le faire griller, quoi, vraiment le fumer, quoi. Ah ouais, ok, on essaye, on prend le chalumeau, on allume les copeaux, on cuit dessus, effectivement, on l'éteint et ça fait une fumée, on met le couvercle et ça l'emboucane, mais avec du curcuma caramélisé. Voilà, tu vois, et là il y a un moment tu te dis waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. Ouais. Du coup, la Saint-Jacques, on rectifie et pendant tout le menu, pour toutes les tables, on le fait comme ça. Et arrive le moment du dessert. Tu vas comprendre pourquoi je te raconte cette anecdote, parce que l'émotion, le sens, l'expérience, il est là. Je passe aux tables à la fin du repas, parce que lors de ces moments-là et de ces menus-là, évidemment, c'est des gens qui sont quand même beaucoup plus sensibles aussi aux produits, qui ont des questions. Donc là, je me permets d'y aller et de discuter avec les gens. Et j'arrive à la table de Jessie et Fred, et je vois Jessie qui est en train de manger son dessert et qui a les larmes aux yeux. Et je sais pas, moi, je dis, putain, il s'est engueulé peut-être. Donc j'arrive un peu sur la pointe des pieds, je regarde Fred, et il me dit, non, reste là. Et là, Jessie, elle lève la tête, elle me dit, mais c'est la crème de ma grand-mère. Ah, énorme. Et je lui dis, bah oui. Elle me dit, mais comment ça? Je dis, mais c'est ton père qui m'a donné la recette au restaurant Le Tangor. Ah, truc de fou. Et donc, il avait un restaurant à l'époque à la Plaine des Grecs qui s'appelait Le Tangor. Et j'avais fait du coup cette crème prise qui est liée, c'est comme une crème pâtissière, mais c'est lié à la farine de rouroute, du curcuma. Donc, c'est très basique, entre guillemets, rustique, traditionnel, à tel point que ma pâtissière, elle comprenait pas au début. Ma pâtissière qui voulait faire toujours des choses un peu techniques et tout ça, elle était arrivée avec des propositions très graphiques. Et ça, je dis non. Simple, farine de rouroute, machin, on dresse à la cuillère. Et vu que c'était le restaurant Le Tangor, je voulais mettre des suprêmes de Tangor, un peu de zeste de Tangor, pour rappeler, parce que je raconte une histoire. Et donc, quand je la vois qu'elle me dit c'est la crème de ma grand-mère, je dis bah oui. Quand j'avais mangé chez ton père, et je mangeais avec ton père au Tangor, il m'a fait goûter cette crème, je lui ai demandé, il m'avait dit expliquer, route, machin. Et vu que c'était au Tangor, je voulais mettre le Tangor, donc voilà l'histoire. Et elle a fondu en larmes. Mais ça, les cuisiniers, moi, elle, il y a une espèce de truc qui s'est déjà consolidé où tu te dis, waouh, tu te rends compte de ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, sans le renier, on en parlait tout à l'heure, mais on a besoin de ce genre de moments. Et aujourd'hui, quand je dis que je fais plus que cuisiner, c'est ça. C'est que si je peux apporter une petite parenthèse de bonheur, de sourire, de souvenirs, d'impression de retour ou de mort dans une Madeleine de Proust, et de reconnecter les gens les uns aux autres ou à un produit, c'est fabuleux. J'ai un super pouvoir. Et c'est ma femme qui dit toujours ça, on a tous un super pouvoir. Et c'est ce qu'elle me dit. Toi, ton pouvoir, c'est ça, c'est de créer de l'émotion autour de ça. Et donc, quand je réunis tout ça, si j'arrive aujourd'hui à créer de l'émotion, à avoir une réflexion pragmatique sur la qualité du produit et de faire en sorte que la préparation est plutôt saine et qu'elle soit gourmande quand même, et que ça mette en avant un produit qui est local, que l'histoire qui est racontée soit belle, bien sûr, et que ça vous a créé une petite bulle, moi, il n'en faut pas plus à mon bonheur. Connexion, émotion, intention, tout est là. Et quand je dis des choses qui ont du sens, c'est ça. C'est que pour moi, ça doit réunir ça. Et que pour moi, un grand plat, c'est quelque chose qui réunit tout ça. Et des fois, un grand plat, c'est pas toujours celui qu'on pense. De langouste, c'est des fois des choses très une Madeleine simples. de Proust. Dans ces derniers temps, là où je m'amuse beaucoup avec la sardine ou autre, j'étais surpris la connexion que ça crée avec les gens. Les gens qui disent merci d'avoir travaillé ça. Oui, parce que des fois, il y a des produits simples qui peuvent faire un rendu extraordinaire. Exactement. On n'a pas forcément besoin de produits nobles. Ah non, au contraire. Et surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où les gens ont de plus en plus de difficultés pour finir les fins de mois, on le voit. Et effectivement, je suis tombée sur tes petites vidéos où j'adore le coup du coulisses où tu n'arrives pas à ouvrir la boîte de... extraordinaire. Puis pas qu'une fois. Deux fois. Et encore, on n'a pas tout mis. Non, je rigole. Non, mais oui, mais parce que c'est ça aussi. En fait, il y a beaucoup... là, aujourd'hui, je parle de tout ce côté philosophique, intention, etc.
pour pouvoir arriver à ça, il y a aussi eu une époque très militaire, quand on était chez Ducasse. C'est l'organisation, et des phases où c'était pas forcément si rigolo que ça. Mais quelque part, aujourd'hui, c'est indissociable parce que ça m'a pris cette rigueur, cette organisation. Mais donc, voilà, c'est important de ramener ça parce que c'est un discours que je tiens beaucoup avec les jeunes d'aujourd'hui, de ne pas leur mentir. Et aujourd'hui, quand ils vont me voir, ou quand aujourd'hui, voilà, je montre le back-office avec les boîtes de sardines que je pète, c'est parce que j'ai une certaine décomplexion aujourd'hui et que je peux faire mon travail sérieusement sans me prendre au sérieux, que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien déconner, mais que par contre, quand, par respect pour le client, quand tu fais quelque chose, tu dois le faire correctement. Bien sûr. Et ça prend pas plus de temps de le faire correctement. Donc tu peux déconner, par contre, il y a un moment pour tout. Et c'est aussi ça un petit peu dans les messages, entre guillemets, mais ce que j'aime, moi, exprimer, c'est de montrer qu'on peut faire les choses, des trucs top, sérieusement, mais sans se prendre au sérieux, et qu'on peut rigoler, et en plus avec des choses simples. Alors justement, tu parlais de transmission, c'était une question que j'avais. Comment tu abordes l'approche de la cuisine avec les jeunes de la même façon que je l'ai apprise. Ouais. C'est-à-dire, et ça je leur dis tout le temps, je vous apprends pas des recettes. Ouais. Je vous apprends une philosophie. Ouais. Je vous apprends à respecter un produit. Je veux vous apprendre, en tout cas j'espère, apprendre à aller... Parce que à l'heure actuelle, il y a une réelle volonté, si tu veux travailler avec des produits locaux, il y a une réelle volonté d'implication pour pouvoir le faire. Parce que paradoxalement, c'est pas toujours évident. Quand on est dans un restaurant, pour le faire à la maison, quand on va au marché le dimanche, on reçoit des amis de ça, c'est facile. Si tu as l'intention de le faire, tu peux le faire. Et c'est pas très contraignant, entre guillemets, ça change rien, plutôt d'aller au supermarché, j'ai envie de dire. Mais par contre, un restaurateur, toute la mécanique d'approvisionnement d'un restaurant qui tourne un petit peu, qui fait du monde, elle a été faite pour simplifier les choses. Donc bien souvent, tu vas avoir un grossiste qui te fait tout, qui te fait ton économa, qui te fait ta farine, qui te fait tes épices, qui te fait ton curcuma, qui te fait ton poisson, qui te fait ta viande, qui fait tout. Mais c'est comme dans tous les domaines, si tu fais tout, tu fais pas forcément de la meilleure manière, bien sûr, tout. Exactement. Et aujourd'hui, il y a une réelle volonté quand on décide, et moi sur tous les restaurants que je peux faire ici, c'est d'aller travailler avec un boucher, d'aller chez l'agriculteur directement, de lui acheter ses produits au prix où il souhaite les vendre, pas de passer par des intermédiaires, de négocier, etc. C'est le respect. Et moi aujourd'hui, c'est certainement, ça fait partie de mes grandes fiertés, c'est d'avoir un rapport privilégié avec les agriculteurs parce que je les respecte, parce que je respecte leur travail et qu'il est important pour moi qu'eux soient fiers de ce que je fais de leurs produits. Parce que souvent, ça paraît con, on dit comme ça, mais souvent, les gens, à un moment donné, ok, t'achètes, on l'a fait. Mais que cette histoire, elle continue, qu'eux soient fiers de la manière dont eux, ils se sont cassés la tête à faire un curcuma de luxe, un géranium, une vanille, un thé, et de voir, de constater qu'il est... Parce que quand tu fais des produits de cette qualité-là, tu veux qu'ils soient respectés et servis de manière optimum. Et donc de voir que tu rentres dans cette catégorie de personnes qui respectent, oui, tu as envie. Et donc là, tu crées les ponts. Mais c'est pas évident, aujourd'hui, pour un restaurateur, de faire ça. Donc il y a une réelle implication de base. Et donc de pouvoir le faire, enfin moi je reconnais... Et c'est un de mes critères quand je vais aller de par mon boulot ou quand je vais manger quelque part. Tu le vois tout de suite. L'implication du restaurateur ou du chef à travers ça. C'est ce qui s'est un peu cassé la tête ou il est à la facilité. Avant même de goûter ou de voir. Et après, il peut faire des choses très bonnes avec le grossiste. Mais bon, en général, tu peux faire des choses exceptionnelles avec des produits d'exception. Si tu prends des produits moyens, c'est rare. Le rôle de passeur qu'on a en tant que cuisinier et en tant que chef, si tu as un produit excellent, il y a de grandes chances que tu puisses faire quelque chose de top. Tu as le beau rôle. Par contre, il ne faut pas croire qu'avec un produit moyen, tu as du talent, tu vas faire un truc de fou. Non, c'est le produit qui prime. C'est le produit, la pierre angulaire du plat de ce que tu vas avoir, c'est la qualité du produit. Après, encore faut-il savoir le cuire, l'apprêter, le mettre en scène. Alors justement, pour simplement revenir sur ce qu'on disait, en quelques mots, tu disais que vous êtes des passeurs. Toi, tu veux passer quoi comme message aux jeunes qui demain veulent devenir
cuisinier, suivre ta route, ton chemin? Alors, dans les constats et dans l'actualité, ça n'a échappé à personne. Aujourd'hui, il y a des gros problèmes d'obésité, de diabète, Oui. De santé. Moi, je lisais une étude il n'y a pas très longtemps sur le sucre. C'est juste effrayant. Et le message que j'essaie de faire passer, en tout cas dans mes actions, c'est de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, naturel, local, de saison. C'est un peu ça, tous les piliers de cette philosophie culinaire. J'ai créé un concept et une marque qui s'appelle Ça me plaît. C'est une sorte de certification que je suis en train de faire un peu dans mes différents restaurants. Ça me plaît, c'est santé, modernité, plaisir. C'est à travers cette expérience que j'ai eue, moi, de créer une charte nutritionnelle, d'arriver avec quelques clés pour expliquer aux cuisiniers, voilà, qu'on n'est pas obligé de mettre de la crème à gogo, qu'on n'est pas obligé de mettre du beurre à gogo, qu'on n'est pas obligé de mettre du sel à gogo. Ouais. Et que quand tu vas mettre un fromage qui va être salé, quand tu vas mettre un anchois, quand tu vas faire réduire une sauce, elle va être salée naturellement. Et que le plus, à un moment donné, c'est trop. Bien sûr. Et pareil au niveau du sucre. Ouais. Aujourd'hui, les fruits qu'on a, ils n'ont pas besoin de sucre. Là, dans une de mes vidéos, je faisais un sorbet banane d'acatine. Je rajoute pas de sucre. Les bananes, elles sont suffisamment sucrées. Ouais. La d'acatine, pourtant, elle n'est pas sucrée, mais elle casse suffisamment. Je mets un jus de citron. Et le truc, il est super bien équilibré. Ouais. Et donc, aujourd'hui, moi, l'envie, mais parce que j'ai une gamine aussi, enfin, ma gamine, elle a fait 22 ans, mais il y a toujours cette envie de... Je pars toujours du principe que quand tu as une information, Ouais. et ça, c'est une phrase que je disais souvent avec mon second, je lui disais, qui ne dit mot consent. Ouais. Tu as l'information que le sucre à outrance, c'est de la connerie, que les boissons hyper colorées avec des additifs, machin, c'est de la merde, que les machin, bidule sur les emballages, c'est de la merde. Ça, tu le sais. Et tu as la possibilité, et tu as les convictions de pouvoir travailler avec des produits locaux, de bien les cuisiner, etc. Ben, il en est de ton devoir de le prôner, de le dire, Oui. et de le montrer. Et pourquoi, quand je vais m'amuser à faire un rouleau de sardines ou autre, c'est aussi parce que ne faut pas oublier qu'on est en France et puis on est à La Réunion. À La Réunion, la cuisine, le manger, c'est hyper important. Oui, c'est un moment de plaisir, c'est une célébration. Et donc, quand je fais ces recettes-là, c'est aussi une manière de dire, on n'est pas obligé d'être dans la monotonie ou justement de rester que sur le registre qu'on connaît classique, traditionnel, ce qui est top, ce qui pour moi est la meilleure cuisine. Mais on peut, c'est comme pour tout, c'est comme dans la vie, c'est comme avec notre amoureuse, c'est... la routine, c'est jamais... Il faut amener un peu de fun. Ouais. Et donc, c'est une manière de dire, avec de la sardine, vous pouvez faire un truc fun. Ouais. Et ça peut être une entrée lors d'un repas si vous recevez des amis. Mais ça reste une sardine. Ouais. Économiquement, c'est viable. Ouais. C'est super bon parce que c'est chargé en oméga 3 et que En nutritionnellement, c'est super bon. Ouais. Avec un avocat mûr de saison, c'est l'équation parfaite. Ouais. Là, c'est typiquement ce slogan que j'utilise en disant « se faire plaisir en se faisant du bien ». Ouais. Et voilà, et le message, il est là-dedans. C'est qu'on a tout. Alors souvent, c'est on n'a pas le temps de cuisiner, on n'a plus le temps, alors on va à la facilité. Ouais, mais bon, aujourd'hui, vous regardez l'actualité, les cancers, le diabète et tout ça. Sanitas par escam, la santé par l'alimentation. C'était le baseline de notre charte. Mais c'est ça. Ouais. Et toutes ces phrases mythiques que Escoffier a pu donner... ou des diététiciens, des nutritionnistes sur l'alimentation, que ce soit en latin ou pas, mais c'est oui. Ton alimentation est ton premier médicament. Oui. C'était d'ailleurs la phrase d'Hippocrate. Hein. Exactement. Et donc, à partir de là, médecins. encore une fois, on n'invente rien. Ouais. On est dans on a une époque, alors nos générations, où on a vu un boom de la communication, la manière de s'alimenter, les livraisons à outrance à l'autre bout du monde, etc. Ah bon, à un moment, il faut peut-être arrêter les conneries. Hein. C'est ça. C'est bien de vivre avec son temps, il y a des choses qui sont fabuleuses. Moi, je suis toujours, quand je peux me connecter en visio avec mes frangines en Alsace et ça, je trouve ça génial. J'en suis encore que là. L'IA et compagnie, j'y vais par la force des choses, mais en tout cas, j'aimerais pouvoir me contenter juste de ça. Tu vois, le reste, ça m'effraie un petit peu. Je trouve que pour ça, c'est génial. Par contre, non mais arrêtons, reconnectons-nous, cuisinons en famille, mangeons en famille à table. Ouais, ça aussi, ça se perd. Ouais. Et quand tu vois tout ce sens,
des trucs, mais des trucs bêtes qui se perdent et qui font que ça dégringole. Moi, je vois la malbouffe, enfin, je suis triste quand je vois les queues qu'il y a dans les marques qu'on connaît. Je dis merde. Alors que les gamins, si tu les amènes, que tu les impliques, que tu les éduques, que tu les fais participer, un gamin, s'il cuisine, comme par magie, il va adorer ce qu'il va manger derrière. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc, il faut l'impliquer. Ouais. Et puis lui expliquer. Mais, et comprendre qu'il y ait du sens. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a un âge pour tout ça. Mais c'est, en tout cas, pour répondre clairement à ta question, c'est que mon objectif, le sens de ce que je fais, et en tout cas la mission que je me suis octroyée, encore une fois, dans un package complet où j'y prends du plaisir, j'arrive heureusement à y trouver des modèles économiques aussi où dans mon business ça fonctionne, parce que faut pas éluder ça non plus, on n'est pas au pays des bisounours. Bien sûr. C'est qu'il faut que économiquement ça tienne. Donc quand j'arrive à réunir tout ça, que sur un business plan ça tient, que il y a ce côté sens avec le côté local, que dans la cuisine qui est agencée et dans la formation des équipes, on peut faire des choses qui sont bonnes et qui font du bien, qu'on raconte des histoires, etc., on y va. Mais il faut que tous ces facteurs-là ils soient réunis. Ouais. Pour moi, un beau projet, et là où tout le sens de ma mission il prend sens, c'est dans ces moments-là. Et de présenter un agriculteur, de faire goûter un plat, de dire mais ça vient d'ici, et ça c'est la saison, il faut manger ça maintenant. Ouais. Et puis petit lampe, mais de ramener à on va arrêter d'aller tous les jours et même le week-end au supermarché. Ça peut être bien pour certaines choses, il y a des choses qu'on peut trouver que là-bas. Ouais. Par contre, vous avez des bouchers. Et ne pas oublier que derrière ces ingrédients, ces aliments, il y a des personnes. Exactement. Et il y a de l'humain. Exactement. Et que la rencontre aussi peut... Bien sûr. Il y a eu toute une phase marketing où on mettait la tête de l'agriculteur, tu sais, sur le produit. Là. J'ai un effet marketing parce que je pense qu'il ne faut pas attendre ce genre d'action très symbolique et très marketée pour comprendre que oui, c'est lui qui l'a fait. Bah oui. Et qu'on n'est pas obligé de foutre sa tronche. À un moment donné, tu peux monter parce que lui demande que ça, qu'on vienne le voir et qu'on échange avec lui et qu'on achète ses produits là-bas. Alors c'est très bien qu'il y ait ce genre d'action, mais finalement ça arrive dans quelque chose qui devient marketé. Ouais. Et au final, ça devrait être du bon sens. C'est vrai. À un moment donné, on est tous... Et la plupart du temps, on le sait. Hein. La plupart du temps, c'est ou par fainéantise, on se dit, je ferai demain. Non, on le sait. Et c'est pour ça que, de par ces vidéos ou demain dans d'autres restaurants, je vais vraiment axer sur le local de façon décomplexée, avec des dressages un peu contemporains pour montrer que, moi, quand je crée des plats comme ça, avec mes équipes, je dis toujours, il faudrait que ce plat, si vous êtes à Paris, vous êtes fiers de le sortir. Et que vous n'avez pas à rougir parce que vous faites quelque chose de différent, que les autres ne font pas, et que ça va attirer l'attention. Parce que souvent aussi, on se conforte, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais malheureusement, ça a été une réalité pendant un petit bout de temps. On se confortait dans une certaine médiocrité, parce qu'on avait plein d'excuses. La pro, le prix, le temps, et même les restaurateurs, je parle. Hein. Et donc, tu regardais les cartes, 80% des cartes, c'était les mêmes produits. Les tartares de poisson, la souris d'agneau, le tartare de bœuf, l'entrecôte, sauce roquefort, moutarde ou poivre. Non, mais c'est vrai. Et donc, à un moment donné, pourquoi ? Par facilité, parce que tu rentres dans un mécanisme, parce qu'ils pensent peut-être à l'économie avant de penser. Tu vois, il y a ça aussi, il y a l'ordre des choses. Ah oui. Je dis, ça doit être économique. Oui, forcément. De toute façon, si ça ne tient pas économiquement, ça ne durera pas. Donc, le but d'un projet, c'est qu'il soit pérenne. Donc, économiquement, ça doit être bien ficelé. Mais il faut que tous ces marqueurs-là, ils soient là. Mais comme je disais tout à l'heure, ça demande une volonté, une implication, une réflexion. C'est ça. Mais en tout cas, ce que je dois dire, c'est que je vois ces dernières années vraiment un virage et un espèce d'élan qui va en ce sens. Parce qu'il y a eu toujours... Moi, ça va faire une dizaine d'années que je suis revenu à La Réunion. Au départ, c'était vraiment beaucoup plus du marketing quand on parlait de produits longtemps, etc. En tout cas, moi, je le voyais. Oui. Il y avait 2-3 émissions, un article, on en parlait, mais bon, tu faisais les restos, tu ne le voyais pas forcément. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose parce que tu le vois beaucoup plus. Il y a eu... Le niveau s'est élevé. Il y a eu des concours, il y a un dynamisme qui s'est fait. Moi, je le vois avec les disciples d'Escoffier aussi,
où j'officie en tant que vice-président, avec le président, il y a eu énormément d'actions qui se sont faites ces dernières années. Et tu vois que le niveau, il monte. Ouais. Que la prise de conscience, elle est là. Ouais. Moi, j'adore discuter avec des jeunes serveurs. Jérémy Fontaine, qui travaille pour le RSMA, qui a bossé, qui a fait un cursus chez Ducasse à Paris à l'époque. On s'est rencontrés là-bas. Quand je vois l'implication qu'il a, la vision, parce qu'il a travaillé avec un mec comme Denis Courtiat, qui est 2 fois meilleur maître d'hôtel au monde, chez Ducasse, et qui revient, et le gamin, il va au RSMA pour apprendre ça à des gamins qui sortent de troubles et de traversée du désert. Donc là, tu vois, ça, c'est style gamin. Je kiffe. Et c'est des jeunes avec lesquels j'essaie de faire des actions et que j'essaie de pousser parce que c'est la relève, c'est eux. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de magique et il y a cette conscience. C'est-à-dire que souvent, moi le premier, je peux des fois avoir des discours de vieux cons. Putain, mais avant, quand même, quand il n'y avait pas l'IA, et puis l'éducation, la formation. Mais on peut tomber par moments, quand tu as un ras-le-bol, tu as des semaines. Moi, je voyais l'absentéisme dans certains des établissements. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, il y a des jeunes motivés, il y a des jeunes qui ont des idées, il y a des jeunes qui sont hyper pertinents, qui sont hyper lumineux et avec qui il faut faire des choses. Et je parle de Jérémy, mais il y a Loïc qui est glacier dans le sud, pareil, qui est dans cette démarche d'aller chercher des produits locaux, qui, grâce aux techniques, etc., sait comment ramener avec une texture. Et de temps en temps, je vais aller leur mettre des challenges à dire, tiens, fais-moi une glace pain grillé, miel. 2 semaines après, il vient, il te sort une glace fait avec du miel pays. Pain grillé, miel. Et parce qu'on faisait la fête du pain à l'AFPAR avec les disciples d'Escoffier, je lui dis ça, il arrive avec une glace comme ça. Et donc, ça m'émeut. Tu vois, ça m'émeut parce que, par moment, sans être égocentrique, mais tu te dis, parfois, tu te sens un peu seul. Parce que, souvent, quand tu proposes, moi, je suis quelqu'un d'assez enthousiaste, donc je dis, tiens, on va faire ça, on va organiser ça. Au moment d'être sur la ligne de départ pour faire le truc, il n'y a plus grand monde. Tu vois, parfois, c'est dommage. Alors après, tout le monde a ses obligations. Bien sûr. Tout le monde peut être pris. Il y a des enfants, des business, etc. Ça, je l'entends. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est compliqué de faire bouger les lignes. Et que quand tu as des personnes qui sont là, sur la ligne de départ, tu te dis, il se passe quelque chose. Et là, je le vois là, ces derniers temps. Et donc, c'est plutôt très positif. Nicolas, le temps passe, le temps file. J'aimerais parler avec toi des heures. Où est-ce qu'on peut venir déguster ta cuisine rapidement? Alors là, je suis dans une phase où j'étais beaucoup sur des tables éphémères que je mets en place. Ces fameuses tables éphémères, la table de Bourbon. Aujourd'hui, je suis en train de me concentrer sur mon propre projet. D'accord. Je suis en train de réfléchir à créer mon restaurant. D'accord. C'est dans les tuyaux, je suis dans la phase là où je visite, etc. Ça, j'en dirai plus dans un second temps. D'accord. Mais étant donné qu'il faut que je cuisine et que je m'exprime, ponctuellement, il va y avoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, des tables éphémères, mais que je vais faire chez l'agriculteur. Génial. Donc, on a toutes les infos sur tes réseaux sociaux. Je vais mettre toutes les infos sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, l'histoire continue, on continue à raconter cette histoire. Et la première, d'ailleurs, ce sera certainement avec Jessie Rivière et Fred de la Maison du Curcuma, parce que Fred est chef de cuisine aussi. Ils m'ont encouragé, ils m'ont soutenu à venir à l'époque au Célimène pour les premières tables. Aujourd'hui, on va le faire chez eux, à la Plaine des Grecs, dans le même esprit. Et quelque part, ce sera aussi la continuité de cette table de Bourbon avant d'ouvrir la mienne. D'accord. Merci beaucoup, Merci Nicolas. à toi, c'est un plaisir. Check.